Bienvenue à tous dans votre émission de décryptage de l'actualité. Les partis politiques et le chef du gouvernement se réunissent donc aujourd'hui à La Ayoune pour lancer une déclaration de La Ayoune d'attachement à l'intégrité territoriale. Force est de constater que le Polisario a joué les troubles fêtes ces dernières semaines. Accord de pêche, zone tampon et ce week-end déplacement du chef de la MINURSO. Alors comment innover dans la défense de l'intégrité territoriale? Le rôle des ONG est appelé à être renforcé. Comment mieux faire connaître l'histoire des provinces du Sud, comment innover dans la défense du Sahara. C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs ce matin, Salah Eddine Nabira, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur, fondateur du cabinet de formation PM Conseil. Ayman Chiraghi également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Enseignant consultant, président de l'association SimSim Participation Citoyenne. En deuxième partie, nous parlerons du mondial de football 2026, la candidature marocaine. Et oui, encore une fois, après les propos de Ahmad Ahmad, le président de la CAF, qui vient de faire cette déclaration en choc à nos confrères de RFI ce week-end. La Task Force constitue un retour en arrière de la FIFA. D'accord, pas d'accord, nos décodeurs trancheront. Le Maroc a-t-il tout intérêt de rester candidat? C'est aussi une question qu'on va se poser ce matin. Fouzi Lekja a-t-il bien fait d'écrire à la FIFA et de réécrire à la FIA puisqu'il a envoyé 2 lettres? Décryptage à partir de 9h45. Vos questions, vos réactions, bien évidemment sur la page Facebook de l'émission ou bien sur Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. Une lettre, une déclaration à La Ayoune exactement attendue aujourd'hui de la part du chef du gouvernement et des principaux chefs des partis politiques. Alors on ne sait pas ce qu'elle va contenir pour l'instant. En tout cas, ça sera un attachement du Maroc et des partis politiques donc à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Mais Salah Eddine Nabira, est-ce que ce concept-là, cette déclaration, ce déplacement en soi, c'est un concept innovant? Je ne pense pas parce que personne ne remet en cause en fait l'attachement des partis politiques. Ils l'ont montré à maintes reprises. On se rappelle du processus suédois, etc., où tous les partis justement l'ont encore réaffirmé. Moi, je pense que c'est une déclaration qui va pas faire plus que les déclarations du ministère des Affaires étrangères, les déclarations des représentants donc du Maroc aux Nations Unies, etc., qui ont en fait l'appui et toute la légitimité de parler au nom de la nation. Maintenant, après, en termes d'innovation, j'aimerais bien que ces partis bougent autrement. Ils font de la chose toute l'année. Donc le Sahara ou l'affaire du Sahara, c'est pas une histoire d'avril, c'est pas une histoire de contexte particulier, c'est une histoire qui doit faire partie justement de leur programme. Et malheureusement, au niveau des élections et des programmes électoraux, on ne la voit pas souvent figurer. C'est comme quelque part, et je pense que c'est l'un des problèmes de la gestion de ce dossier, c'est que tout le monde délègue ça au ministère des Affaires étrangères. C'est comme si une affaire réservée, exclusive au ministère des Affaires étrangères. Ils sont le seul justement habilité à pouvoir gérer ce dossier-là. Et je ne sais pas si c'est une réalité ou c'est juste parce que il y a une absence en fait des partis politiques sur ce dossier. Mais ce qui est malheureux, c'est que ça me rappelle un débat que j'ai eu il y a 2 ans. Au moment où il y a eu le fameux processus avec la Suède, etc. Oui. On avait justement parlé de nouvelles façons de faire, cette nouvelle façon de faire qui va justement à la production justement cinématographique, de documentaires, de documents, à la diplomatie parallèle, à impliquer en fait les communautés marocaines à l'étranger, à créer des associations, à faire aussi des procès, ce que fait notre adversaire aussi. Les principaux appuis donc aux Polisario en Afrique du Sud sont prenables. Il y a plein de représentants aujourd'hui politiques qui sont impliqués dans des affaires liées à l'apartheid qu'on peut attaquer dans des tribunaux internationaux. On subit par exemple la séquestration du navire de l'OCP sans réagir, etc. On voit bien aussi que par exemple l'implication dans l'affaire de corruption, Coupe du Monde, 2e dossier, il n'y a pas eu d'action après en justice, etc. Alors que le Maroc pouvait justement être le candidat en face. Donc il y a plein de façons de nuire aussi à cet adversaire, à ces appuis qu'on fait pas et qu'on reste là à attendre chaque mois d'avril exactement à la sortie du rapport et qu'on commence aussi à s'agiter dans tous les sens. Et il y a aussi donc la communauté étrangère marocaine qu'on n'implique pas. Donc moi je pense que entre quelque part un monopole du ministère des Affaires étrangères où pendant peut-être l'année on demande aux autres parties prenantes de rester donc à l'écart, oui. Et un moment crucial où tout le monde s'agite, etc. Donc il faut un peu de cohérence et surtout plus de régularité. Ayman Chiraghi, innovant, pas innovant, ce concept de déclaration de La Ayoune, on peut se poser la question de l'impact que ça va avoir, en tout cas au niveau national et international. C'est un appui symbolique de la part des partis politiques, des élus. Et apparemment, il y aura également quelques ministres. Donc le gouvernement serait là, les partis politiques seraient là, quelques acteurs de la société civile également, des élus locaux. C'est un geste d'appui symbolique par rapport à l'affaire nationale. On sait toutes et tous que la photo est là.
La photo est là, le dossier n'est uniquement et n'est pas du tout géré par quiconque en dehors bien sûr du palais. Et de l'entourage proche du roi lui-même. Et du ministère des Affaires étrangères. Du ministère des Affaires étrangères, qui est un ministère de souveraineté quand même, avec celui de l'Intérieur et des Affaires islamiques. Donc, par rapport à l'exécutif, par rapport à de vraies actions sur le terrain, les partis politiques n'y peuvent rien, disons les choses clairement. Maintenant, en termes d'appui symbolique, en termes de montrer une cohésion nationale et partisane derrière le sujet, ça, c'est une action à saluer, et une première ou c'est pas une première. Bon, il faut revenir un peu sur l'histoire du dossier. Est-ce que les partis politiques déjà dans les années 90 ou bien les années 80, à l'époque de la guerre des sables, est-ce qu'ils avaient fait des positions pareilles? J'en sais rien. Et revenons sur une chose importante également, c'est que je pense que si les partis politiques et les sociétés civiles font des gestes symboliques, je pense que néanmoins le gouvernement et ceux qui gèrent le dossier directement doivent faire un truc concret. Ouais, ce que vous dites tous les deux, en fait, finalement, c'est qu'aujourd'hui, il est peut-être plus que temps d'externaliser ce dossier du Sahara à des ONG, à des parties prenantes en dehors du Maroc. On a l'impression qu'aujourd'hui, on est peut-être plutôt cantonné à l'intérieur du Maroc. Il y a quelques ONG qui sont tout de même en Europe, mais qu'on voit très peu. Aujourd'hui, il y a vraiment ce rôle de la diplomatie parallèle à intensifier. Exactement. D'autant plus qu'il y a eu la dernière commission au Congrès américain où le Maroc n'était même pas présent. C'est là où il faudrait être présent, etc. C'est là où il faudrait avoir des membres qui vont faire des plaidoyers. Donc, toutes les questions de lobbying aussi. On sait bien que derrière le Polisario, il y avait les dollars algériens et les appuis dont fait profiter l'Algérie la cause de nos adversaires. Mais moi, je pense l'innovation, c'était le discours il y a 2 ans, le discours de Sa Majesté concernant le développement de la province du Sur, où il y avait justement pour la première fois, on a parlé de modèles économiques basés sur certaines familles qui sont privilégiées, qui bénéficient d'une rente. Parce ce qu'il faut pas aussi dire, c'est qu'il y a les séparatistes de l'extérieur, mais il y a aussi les séparatistes de l'intérieur et qui te font plus mal. Parce qu'eux, ils ont leur voix à plus d'écho que ceux qui sont dans les camps, etc. Donc là aussi, qu'est-ce qu'on en a fait depuis ce discours-là? On a parlé de ports, on a parlé de routes, on a parlé d'universités, on a parlé d'un plan à 70 milliards de dirhams. Est-ce qu'on attend encore une fois un séisme politique? Ils sont où les gouverneurs, les présidents des régions à se bouger? C'est un plan qui avance en tout cas. Oui, mais bon, 3 ans qu'il a été mis en place. Mais en termes de rupture, et vous savez, moi je me rappelle encore une fois un texte qui est écrit par une anthropologue de la région et qui dit que finalement cette situation de statu quo privilégier tout le monde. Parce que pourquoi on continue aujourd'hui, dans un Maroc unifié, à faire bénéficier une province contrairement aux autres? Aujourd'hui, pourquoi on paye le carburant moins cher au sud qu'au nord? Et là aussi, il faut arrêter avec ça. Il faut traiter tous les citoyens pareil et considérer que c'est nos provinces acquises, et arrêtons avec ce régime basé sur l'assistanat, ces cartes d'entraide nationale, ces subventions, et peut-être aussi prendre possession pleinement de son territoire et investir et régulariser cette situation aussi. Alors, en parlant d'économie, justement, voilà une innovation qui est nouvelle. On apprend qu'à l'Aïoun, il y aura un forum d'affaires France-Maroc. Ce sera les 3 et 4 mai. C'est à l'initiative de la Chambre française de commerce au Maroc. C'est pas une initiative du gouvernement marocain, mais tout de même initiative à saluer. Ça peut donner des idées peut-être au gouvernement marocain, aller rencontrer d'autres chambres de commerce étrangères qui sont implantées ici et à multiplier des forums d'affaires qui sont à l'Aïoun ou à Darla, Ayman Chiraghi. Justement, c'est l'idée sur laquelle je me suis arrêté lors de ma dernière phrase, c'est que ce gouvernement doit faire des actions concrètes sur le terrain. Et les actions concrètes, c'est effectivement rendre la région et les régions sahraouies beaucoup plus prospères. Parce qu'effectivement, un système de rente est installé, un système de facilitation et d'assistanat qui est contre-productif et en plus qui laisse même la population locale en situation d'attente et de chantage à la citoyenneté et d'attendre qui en sortira vainqueur. J'ai été dans ces régions, j'ai travaillé et j'ai bossé pendant quelques temps dans des missions de conseil et en discussion franche et conviviale à cœur ouvert avec nos confrères dans les régions du Sahara. Les gens effectivement sont dans une sorte d'attentisme pour voir comment est-ce que le dossier va se dénouer à la fin et par la suite ils choisiront quand. Et cette manière de faire elle est contre-productive par le Maroc parce que c'est pas comme ça qu'on va gagner la présence
présence d'un gouvernement fort sur place. Il faudrait que l'État commence à investir. Il faudrait également, c'est incroyable que on a le l'université de Agadir, on a des manifestations sportives, mais peut-être pas assez d'innovation en soi. Ni dans l'éducation, ni dans l'économie, ni dans l'enseignement, etc. Aujourd'hui, un étudiant sahraoui pour aller étudier, pour grimper les échelons de la vie sociale, pour pouvoir d'ailleurs gagner avec mérite par la suite sa vie, il est obligé de se déplacer jusqu'à Agadir, jusqu'à Marrakech, jusqu'à Rabat pour poursuivre des filières qui n'existent pas chez lui. Le gouvernement ne pouvait pas construire des universités parce que le territoire était hostile, mais maintenant, comme l'a dit Salah, il faut prendre possession de son territoire, le réclamer haut et fort et mettre le paquet et mettre la thune dedans. Maintenant, effectivement, un forum Maroco-France des affaires est excellent, mais également un forum maroco-américain, maroco-asiatique, maroco-chinois. Les gens attendent la décomplexion du dossier afin de pouvoir faire des choses sur la région. Donc maintenant, c'est ça les actions concrètes. Et j'aurais aimé que les partis politiques, par exemple, pourquoi est-ce que les partis politiques n'organisent plus les forums économiques? Pourquoi est-ce que les partis politiques n'organisent plus les rencontres de la société civile? Bon, ils le font, ils font la rencontre à Rabat ou à Casa pour social et pour discuter de l'affaire nationale, mais il faut réellement aller sur le terrain et mettre des choses concrète, réellement concrète, parce que ce qui fait bouger les choses, c'est l'économie, c'est l'argent. Et l'argent, on l'a vu, l'offensive économique marocaine sur le continent africain, c'est cette offensive qui lui a donné les cartes et les jokers pour pouvoir rejoindre l'Union africaine, pour pouvoir avoir une sorte de nouveau allié à l'Afrique du Sud. C'est toujours l'économie qui permet de gagner de l'espace et gagner des territoires. Saladin Abia, on a quand même des ONG qui défendent l'intégrité territoriale, mais force est de constater qu'au niveau des résultats, on a très peu de concret, enfin en tout cas de publications. On a des ONG avec des présidents qui apparaissent parfois dans les journaux télé, dans les médias ici au Maroc, mais qui à l'international se distinguent très peu. Est-ce qu'il y a aujourd'hui peut-être une question d'efficacité, de rendre compte tout simplement de l'efficacité de ces ONG marocaines pour à l'avenir être plus performantes sur cette question? Exactement, et quand je dis ONG, pas forcément marocaines, il faut aussi essayer de convaincre des ONG internationales qui sont reconnues, qui ont de la crédibilité, qui peuvent aussi porter des actions en justice, etc. Donc on sait bien comment ça marche. Certaines ONG, à l'image des présidents qu'on voit, c'est des gens qui sont issus de partis, etc., qui bénéficient d'un certain nombre d'opinions, mais qui n'ont pas de légitimité. Vous savez, je parle pas d'ONG qui vont faire le plus grand drapeau du monde, etc. Ça, c'est des choses vraiment caduques et dépassées. Il faudrait faire justement de la production. Pourquoi on ne va pas diffuser cette grande chaîne de documentaires internationaux, etc., qui ont une grande diffusion et que eux touchent les citoyens? Parce que des documentaires, du cinéma, ce que vous disiez exactement. tout à l'heure. Voilà, le seul film marocain n'a même pas été diffusé à plusieurs semaines sur le Sahara, dans les salles marocaines, etc. Elle n'a même pas bénéficié de cela. Et je me rappelle la galère d'Iman Sbaher pour pouvoir le vendre et le diffuser, etc. Donc déjà sur le territoire national. Moi aussi, il faudrait en sorte que cette cause soit aussi le quotidien des écoliers. Tous ceux qui sont nés après la génération 76, nous, on est marqué encore à ça. Donc on se rappelle encore la marche verte, on se rappelle beaucoup de choses, mais il y a des jeunes qui ne savent pas toute l'histoire. Donc il faudrait faire des productions, quand je dis productions crédibles, avec des ONG crédibles, et faire aussi des actions. Donc au niveau justement au niveau des différents parlements, que ce soit européen, que ce soit l'Amérique du Nord, et surtout, on en a parlé encore une fois, on s'en est rendu compte que le Maroc n'a pas une vraie percée diplomatique au niveau de l'Amérique latine, au niveau de l'Europe du Nord. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces ambassadeurs? Et dernier point aussi, il ne faudrait pas que dans le département des affaires étrangères, on ne reconnaît que le ministre. Ils sont où les ambassadeurs? Ils sont où les différents représentants? Il faut aussi qu'on ait une vraie vision claire pour que tout le monde agisse et puisse agir. Parce que là, on voit tout résumé à la personne de Nasser Bourita. Nasser Bourita peut être bon dans pas mal de dossiers. On a vu que dernièrement, il peut aussi avoir des camouflés à l'image du CEDEAO, parce qu'on ne peut pas, en tant qu'un seul homme, tout faire. Il faudrait aussi que ça soit démultiplié dans tous les pays. La suite des Décodeurs Atlantiques ce matin, toujours avec Ayman Chiraghi. Rebonjour. Rebonjour. Enseignant consultant, président de l'association SimSim Participation Citoyenne. Saladin Nabira également avec nous ce matin. Rebonjour. Rebonjour. Enseignant chercheur, fondateur du cabinet de formation PM Conseil. On parle donc du dossier du Sahara ce matin, alors que les partis politiques et le chef du gouvernement se réunissent aujourd'hui à l'Aïoun et vont lancer une déclaration de l'Aïoun pour retémoigner de l'attachement à l'intégrité territoriale. On se pose cette question.
question ce matin, comment innover dans la défense de l'intégrité territoriale? Vous nous avez répondu en première partie en dotant les ONG marocaines d'un véritable contrôle de leurs actions et de véritable pouvoir à l'international, pouvoir d'influence, pouvoir de production également, production culturelle. Sur ce point-là, Saladin Amira, force est de constater que pour l'instant, très peu de choses ont été faites encore sur l'aspect culturel. On n'est pas à la hauteur vis-à-vis du Polisario qui, lui, a percé le monde culturel, notamment en Espagne. Exactement. Donc aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de production de livres, à part quelques-uns aussi. Donc il n'y a pas, comme j'ai dit, de documentaires, de films, etc. Et surtout l'image. On parle de digital de plus en plus, etc. Il faut aussi faire des actions dans ce sens pour pouvoir toucher donc le public. Des fois, il faut arrêter de confondre aussi donc les gouvernements avec la population. Surtout avec l'alternance démocratique qui existe partout dans le monde, surtout ailleurs. Et donc à un certain moment, il faudrait plus acquérir le soutien des peuples et non pas le soutien des représentants gouvernementaux. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire au niveau des grandes universités mondiales, un travail d'histoire, de promotion de l'histoire du Sahara et du Maroc? Exactement, moi je parle des universités, je parle du ministère justement de la culture. Il y a plein d'historiens marocains qui sont très connus même au niveau international. Il faudrait justement doter ces laboratoires de recherche de moyens, mais on sait bien le budget de la recherche au Maroc, elle est de combien? Il y a certaines facultés aux États-Unis qui ne disposent pas aujourd'hui de documentation sur l'histoire du Maroc et du Sahara. Et le Polisario va parfois dans ces universités publier des documents. Tu as parfaitement raison, Landry. Et pour cela, il faut arrêter justement de voir tous ceux qui soutiennent le Polisario comme étant des ennemis. Ils le font parce que justement, ils ont eu accès à des documents, peut-être pas vrais, mais c'est les seuls documents à quoi ils ont eu accès. C'est que peut-être il faut aller justement déjà enlever justement ce prisme de voir tous ceux qui soutiennent le Polisario comme étant des ennemis et aller les voir avec justement des arguments objectifs, à part l'émotionnel. On va pas aller les voir dire là voilà le Sahara est marocain juste par ça, par la parole. Il faudrait aussi donc faire ce travail-là et pouvoir être convaincant, faire des publications dans des revues donc indexées et surtout qu'on a de bons historiens au Maroc. Il y en a énormément et de stature internationale. Mais encore une fois, il faudrait voir ces universités. Quand vous entendez le ministre de l'Éducation nationale, l'ancien Hassan Daoudi de l'ancien supérieur qui avait dit que ça sert à rien d'avoir des universités d'histoire et de littérature, etc. Donc ça en dit long sur la vision qu'a le gouvernement de ces universités-là. Ayman Chiraghi. Ayant participé à plusieurs rencontres et forums au niveau international, souvent on croise nos confrères algériens et parfois même des séparatistes Polisario dans des rencontres à l'international. Par expérience, l'acteur de la société civile marocain, s'il n'a pas entrepris un effort personnel de comprendre le dossier, son fondement historique, ses tenants et ses aboutissants, souvent il se trouve dans l'impossibilité totale d'argumenter et de défendre sa cause nationale. Et j'en étais le témoin dans plusieurs pays et à plusieurs reprises. Si tu es outillé, tu as l'information, tu as les éléments d'histoire, tu défends avec férocité et avec les éléments. Si tu n'en as pas, la majorité des participants et des acteurs se font écraser au niveau international. Il y a une question de crédibilité. Absolument. Par les Algériens, ou par les séparatistes Polisario, ou par d'autres nationalités. Je sais qu'il y a un programme entrepris au niveau du ministère des Affaires étrangères de formation de quelques ONG, bien sûr, et quelques acteurs de la société civile qui voyagent beaucoup, qui participent énormément pour pouvoir être des ambassadeurs de la société civile. Sauf que ça reste très peu et ça reste très élitiste et c'est souvent des ONG de proximité auxquelles le ministère fait confiance. Et il faut ratisser plus large et ratisser plus large démarre avec l'enseignement, démarre dans l'école primaire, dans le collège et dans le lycée, la cause nationale. Je me rappelle d'une matière qu'on suivait à l'époque, Tarbiya al-Wataniya, il y avait quand même si pas beaucoup, des bribes d'informations quand même par rapport au conflit et à l'histoire. Et effectivement, aujourd'hui, je suis enseignant, Salah, il peut le confirmer. Mes étudiants, dans le supérieur, lorsqu'on parle du dossier, ils ne connaissent que dalle. Tout ce qu'ils savent, c'est que c'est une terre marocaine, mais c'est tout. Au-delà de ça, les éléments, le détail, comment le Polisario a vu le jour, le rôle de Muammar al-Kadhafi, le rôle de l'Algérie, les intérêts géostratégiques, nos étudiants sont sous-formés et sous-outillés. Les étudiants d'aujourd'hui vont devenir les décideurs de demain. Et les décideurs de demain, aujourd'hui, il faut les préparer aujourd'hui. Il faudrait que la cause nationale, à travers l'appui des historiens, à travers l'appui des géographes, à travers l'appui des sociologues, l'appui des politologues, et il faudrait
dès aujourd'hui, dès la rentrée prochaine, parce qu'il faut faire vite, commencer à incorporer dans les matières par exemple, l'histoire JO ou bien éducation nationale, éducation civile, je ne sais pas si ça existe toujours, des chapitres entiers relatifs à la cause nationale. Maintenant, ça c'est le volet à très long terme. Mon avis personnel, à très court terme, le Maroc doit faire preuve de force. Le Maroc doit faire preuve de force. Aujourd'hui, il a eu un avantage tactique sur le terrain à travers les images satellitaires. On sait maintenant à quoi ça a servi le satellite, parce que c'est à travers les images satellitaires récentes que le Maroc, que Nasser Bourita a pu confirmer au niveau de l'ONU que non, les éléments du Polisario ont pu se déplacer et qu'effectivement ils sont dans la zone tampon. Nasser Bourita qui est en déplacement donc la semaine dernière aux États-Unis avec des vidéos. Sinon tu aurais été toujours à la merci et à la demande des satellites espagnols qu'on louait à l'époque, ou bien d'autres données de renseignement qui sont non précis. Et maintenant ce tactique, nous avons plus de forces militaires. Depuis 3 jours, les convois militaires n'arrêtent pas d'aller vers le sud, venant de différentes casernes du Maroc. Et il faut montrer la force, donner une menace directe et claire. C'est comme ça qu'on fait peur aux gens. On fait peur aux gens non pas par des déclarations partisanes, même si c'est bien, mais on fait peur. Montrer les muscles. On montre les muscles, menace directe. On va lancer des missiles dans la zone, on va chasser par la force les séparatistes polysarios sur place si jamais il n'y a aucun repli et si le MNRSU ou l'ONU refuse de faire son rôle de médiation et son rôle de garde-paix. Bon, si on verra pour les tirs de missiles, mais réagit. Il y aura certainement une démonstration de force avec des photos, des vidéos qui vont circuler sur le digital. Et justement sur ce point du digital, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, Saladin Mira, je voudrais m'arrêter là-dessus parce que on a vu cette photo de Colin Stewart, le chef de la MINURSO ce week-end en déplacement à Bir Lalou avec donc des représentants du Polisario. Il a qualifié, semble-t-il par erreur, le représentant du Polisario à l'ONU décédé la semaine dernière d'ambassadeur, un titre qui est pourtant réservé aux représentants d'États souverains à l'ONU. Alors convocation ou pas, on n'a pas de confirmation pour l'instant, mais du chef de la MINURSO par Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères. Mais on a vu cette communication, cette photo qui a circulé quasiment instantanément. Il faut que le Maroc peut-être revoie sa stratégie digitale sur le dossier du Sahara. On a vu un site qui a été lancé il y a quelques mois, une année il me semble. Pour l'instant, il y a très peu encore d'éléments qui peuvent pousser à promouvoir davantage les provinces du Sud. Exactement. Il faut juste souligner que ce niveau-là, il n'y a pas d'erreur. Si c'est un axe, c'est délibéré. Donc, un représentant diplomatique, d'autant plus désigné par les Nations Unies, donc il fera pas ses erreurs de débutant. Ça rappelle aussi le déplacement de Ban Ki-moon à un certain moment. Là aussi, il faut se rendre à une évidence aussi. C'est pas normal qu'à chaque fois qu'il y a une désignation, on s'en est tous réjouis à la désignation du Collard, l'ancien président allemand. On s'est dit que voilà, il va être plus proche des thèses marocaines que de nos adversaires, et souvent ça finit par basculer de l'autre côté. C'est que, vous savez, vous avez un adversaire dont c'est la seule raison d'être, c'est le leitmotiv de l'existence même, d'où justement l'embrigadement des jeunes, etc., qui sont très aguerris au niveau international, et de l'autre côté, comme j'ai dit, une cause portée par un département et souvent personnifiée en une seule personne. La stratégie digitale, c'est quelque chose de très très important, et ça revient, mais le digital, il faut un contenu. C'est ça en fait, le digital, c'est pas juste d'investir dans des sites ou dans des plateformes ou dans des outils. Il faut avoir ce contenu qui va nourrir, qui va meubler ce travail et qui fera en fait toute la mobilisation recherchée. Et c'est à ce niveau-là où on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, la production de capsules vidéo, la production justement de documents, l'organisation de vraies conférences scientifiques avec des sommités de notoriété. Le Crans Montana, ça reste un événement. Après, qu'est-ce qu'il en sort, etc. C'est ça en fait le problème. Il faut garder des documents, il faut garder des traces. Mais bon, ramener un gros bateau et ramener des gens et faire des événements, des chapiteaux et tout ça, et inviter tout le monde et tout le monde prend des photos, ça n'a jamais rien avancé. Et voilà, donc ça aussi, c'est important. Le digital, mais avec le contenu. Sans le contenu, ça ne servira à rien. 9h40.